Alors, donc, là, la question là maintenant, on tourne autour de nos enjeux santé-travail, mais impact emploi et autres depuis longtemps. On a aussi le projet, là, si ça vous intéresse d'être là, c'est d'avoir, puisque autour de la table, en tout cas en bout de ligne, on a un certain nombre d'entreprises qui sont aussi plutôt internationales et autres. Et ça serait, on verra ça en janvier, février, à faire aussi un point sur ces questions, que ce soit supply chain ou autre, on peut voir. Alors, je vais peut-être vous laisser, je vous ai présenté en 2 mots en disant beaucoup de mal, bien sûr. Et C'est pour ça que je suis venu, pour oui, voilà, pour avoir un peu de bashing. Et puis donc sur ces questions internationales et ces questions parce que on a en France et en Europe des systèmes avec qui vont être sur lesquels l'impact n'est pas terminé et ça va être aussi dur, mais sur des pays qui n'ont pas ces systèmes là ou qui sont justement qui étaient les ateliers du monde, en gros, qu'est-ce qui se passe. Alors voilà, est-ce que vous voulez peut-être que je vous coupe ça et qu'on vous mette vous? Non, vous préférez non, faut se monter là. Avoir votre propre photo, ça vous va? Bon, alors bougez pas. Justement, je préfère pas. Ouais. Alors attendez, si j'ai une façon de faire, excusez-moi. Alors c'est ce qui est le plus difficile, je trouve, quand on intervient sur. Mais écoutez, vous aurez. C'est de se parler à soi-même. Ouais. Mais écoutez, je suis désolé, je vais mettre une feuille devant, mais j'arrive pas. Non, c'est bon, la photo est inanimée, donc. Et puis elle date un petit peu. Alors, on me demandait aussi, et pardon, je cafte et j'avais pas vu le chat parce que je l'ai à gauche sur un autre truc, c'est si Monsieur Dominique avait bien coupé son micro parce que ça faisait du larcène partout. Donc, vous coupez votre micro et le président, s'il peut couper, non, ça y est, il est coupé, je le vois chez vous, et coupez les écouteurs pour qu'il n'y ait pas de larcène. Pardon de ces détails triviaux, mais voilà, nous sommes maintenant avec ça. Cyril, c'est à vous. Bon, merci beaucoup, chère Anne-Marie. Merci beaucoup, cher Jacques, aussi de l'invitation. On aurait souhaité un contexte différent, mais on n'y peut rien. C'est parti pour un certain temps. C'est toujours un plaisir de converser avec vous, parce que j'espère qu'on va avoir une conversation. Moi, je n'envisage pas de parler in extenso pendant 1h20. Alors, je vais essayer de répondre à la commande, entre guillemets, qu'Anne-Marie m'avait faite, même si effectivement le sujet est évidemment très, très large. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu l'impact de la crise sanitaire qu'on connaît depuis le mois de mars, tel qu'en tout cas on essaye de le mesurer à l'OIT et puis aussi dans quelques autres instances internationales. Et je le ferai avec beaucoup de modestie, parce que je pense que fondamentalement tout le monde tâtonne et que on ne cesse d'illustrer ce qu'on sait depuis Socrate, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose et que c'est peut-être le début de la sagesse. Et puis après ce point sur l'impact, illustrer peut-être quelque chose qui ressort, me semble-t-il, de toutes les analyses qu'on a fait à l'OIT et ailleurs sur la situation du travail et de l'emploi dans le monde à l'occasion de cette crise, c'est que précisément cette crise, elle semble être un accélérateur de facteurs de transformation qui préexistaient en grande partie à cette crise sanitaire. Vous savez peut-être que l'an dernier, on a célébré le centenaire de l'OIT sur la question de l'avenir du travail, et on avait déjà bien identifié un certain nombre de facteurs qu'on retrouve à l'œuvre aujourd'hui avec cette crise sanitaire. Et puis, je terminerai par un dernier point sur la question de savoir si on assisterait à un tournant de la mondialisation. Alors là, avec encore un peu plus de modestie et de sagesse, parce que là encore, on ne travaille que sur des hypothèses. Mais je crois que c'est un point que vous vouliez aborder, la question des chaînes de valeur. Qu'est-ce qui va devenir de ces chaînes de valeur avec la crise que nous connaissons? Et c'est vrai qu'on a malgré tout effectué quelques petites études pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ce dernier point. Alors, premier point, donc l'impact. Tout le monde l'a dit, tout le monde ne cesse de le répéter, les ondes sont saturées là-dessus, mais c'est vrai qu'on vit un événement inédit, non pas que l'humanité n'ait jamais connu de crise pandémique de cette nature, mais
Sans doute est-ce l'effet de la mondialisation de l'économie, de la mondialisation des échanges, sans doute est-ce aussi lié à une réévaluation de la valeur que représente la vie humaine sur d'autres considérations plus matérialistes. En tout cas, l'impact d'une crise sanitaire n'a jamais été ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors, quelques coups de sonde comme ça sur quelques sujets. Le premier impact, je pense que c'est une grande menace sur la pauvreté dans le monde. Vous savez que le recul de la pauvreté, c'était quand même un grand acquis de la communauté internationale depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, ce qu'on appelait à l'époque les objectifs millénaires du développement, qui étaient très axés sur la santé, et en particulier la santé maternelle et infantile, et sur l'accès aux soins de santé, sous l'effet de la croissance forte que connaissait l'économie mondiale à cette époque, sous l'effet aussi de l'inscription de beaucoup de pays qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents dans l'économie mondiale, en particulier la Chine évidemment. On a assisté pendant une vingtaine d'années à un très fort recul de la grande pauvreté telle qu'on la mesure au niveau de la Banque mondiale en particulier, les gens qui vivent avec moins de 1,9 $ par jour dans le monde. Et grosso modo, on est passé d'une proportion de la population de l'ordre du tiers, qui vivait en dessous de ce seuil dans les années 90, à autour de moins de 9-8% à la veille de cette crise sanitaire. Donc je crois que le premier point, moi, que je soulignerais, c'est cette menace qui pèse sur les acquis de deux décennies d'action de la communauté internationale pour faire reculer la grande pauvreté. Les chiffres que donne notamment la Banque mondiale aujourd'hui, c'est de l'ordre de 150 millions de personnes qui risqueraient de réalimenter cette grande pauvreté dans le monde, sachant que le succès dont j'ai parlé sur ces 20 dernières années tenait beaucoup au recul de la pauvreté en Chine, puisqu'en Chine, c'est un chiffre que je trouve toujours très saisissant, mais on a presque 800 millions de personnes qui sont sorties de la grande pauvreté au cours des 20 dernières années. Donc ça, c'est le premier point. Alors après, il y a des perspectives économiques que je fais que citer parce qu'elles sont souvent rappelées dans les médias, vous les avez entendues. À ce stade, le FMI, relayé par l'OCDE, nous annonce une baisse du PIB mondial, donc une décroissance au niveau mondial, ce qui n'arrive quand même pas si souvent. Pour mémoire, elle était très faible en réalité, cette décroissance au moment de la crise financière, puisqu'on avait quelques décimales, entre moins 0,1, moins 0,2, moins 0,3% de baisse du PIB mondial à ce moment-là. Là, on est à plus de 5% de baisse. Ce qui, compte tenu des prévisions qui, avant la crise, tournaient autour de 3% de croissance mondiale, fait un écart, vous voyez, de 8 points, ce qui est évidemment à la fois considérable et inédit. Après, au-delà de ces indicateurs macroéconomiques, nous, ce qu'on a essayé de faire à l'OIT, c'est d'essayer de trouver une mesure qui parle davantage aux gens, tout simplement. Et donc, on a essayé de mesurer un peu ce que pouvait représenter la baisse de l'activité mondiale en termes d'emploi et de revenus. Alors, on a un modèle qui permet d'évaluer le volume d'heures de travail perdues, si vous voulez, à l'échelle mondiale, et de le traduire en équivalent temps plein pour avoir une idée de ce que représente cette baisse de l'activité au niveau du monde. Et là, on a, c'est vrai, des chiffres assez impressionnants et encore une fois inédits, puisque sur le seul second trimestre, on aurait une baisse du volume d'heures travaillées équivalent à 500 millions d'équivalents temps plein, 500 millions d'emplois, donc c'est évidemment énorme. Alors, ce n'est pas des emplois qui sont supprimés, j'insiste là-dessus, c'est la baisse générale du travail dans le monde qui représenterait l'équivalent de 500 millions d'équivalents temps plein. Au troisième trimestre, le chiffre est un peu moins considérable, on est sur l'ordre de 350 millions.
Et au dernier trimestre, selon les évaluations qu'on peut faire à ce stade, on tournerait autour de 200 millions. Donc ces chiffres ne s'ajoutent pas, encore une fois, ce sont des flux. Et c'est pour donner une image de l'ampleur du choc. S'agissant du chômage, ce que les estimations du BIT aujourd'hui nous disent, c'est qu'on aurait un doublement du nombre de chômeurs au sens, enfin, qui répondent à la définition du BIT, donc ce qui représente un surcroît de 200 millions de personnes. Alors, alors en termes de revenus aussi, tiens, dernier chiffre que je peux donner, on a essayé aussi d'évaluer la baisse des revenus du travail au cours de cette période de crise sanitaire. Et là, on tournerait autour de 12-13% de baisse à l'échelle mondiale. En réalité, ces chiffres ne disent pas forcément grand-chose de l'inégalité de l'impact de cette crise. Il y a une sorte de paradoxe qui est que la crise sanitaire, en tant que telle, a, semble-t-il, davantage affecté le monde industrialisé, enfin, on devrait dire aujourd'hui les pays à haut revenu, donc l'Amérique du Nord, l'Europe, plutôt que les pays les moins avancés, les pays en voie de développement, les pays à faible revenu. Vous vous souvenez peut-être que l'OMS en particulier avait de fortes craintes dans au printemps sur l'impact de l'épidémie en Afrique notamment. Alors, est-ce dû à la jeunesse de la population? Est-ce dû à aussi peut-être une pratique de la gestion des épidémies quand même beaucoup plus répandue dans ces pays-là qui ont régulièrement à faire face à ce genre d'événements? On pense à Ebola. Donc il y a des pratiques communautaires, culturelles, d'autoconfinement, de protection de la population. Sans doute cela aussi a-t-il joué. En tout cas, si sur le plan sanitaire, ces pays ont été relativement épargnés, avec quand même des exceptions notables, je pense à l'Inde en particulier, où l'épidémie a fait beaucoup de dégâts. Mais reste qu'au plan de l'emploi, des revenus et de l'économie, ce sont en réalité ces pays qui sont le plus touchés. Pourquoi? Parce que, évidemment, ce que cette crise a révélé, c'est l'importance de tous les dispositifs d'accompagnement des personnes qu'on rangerait dans les systèmes de protection sociale, qui ont joué à plein dans les pays européens, et y compris en Amérique du Nord et aux États-Unis, où l'État américain a pris de nombreuses mesures pour augmenter les durées d'indemnisation du chômage, pour augmenter le niveau des allocations et même pour augmenter l'aide sociale, avec des transferts de cash importants pour les personnes vulnérables. Bref, tous ces pays ont mobilisé les dispositifs de protection sociale, ce que ne pouvaient pas faire, évidemment, des pays qui en sont dépourvus. Donc, cette inégalité, je dirais, d'accès aux mesures de soutien aux revenus et à la protection sociale est susceptible de faire des ravages dans les pays notamment d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud. D'après la Banque mondiale, on aurait dans certains pays à peu près les 4/5 de la population qui auraient vu leurs revenus baisser de l'ordre de 50%. Je sais pas c'est donc considérable, aggravé parfois par des politiques de confinement qui sont dans ces pays souvent une sorte d'assignation à résidence et d'assignation plus qu'à résidence à l'absence de ressources pour des gens qui très souvent vivent de ce qu'on appelle l'économie informelle, donc qui ne vivent pas d'un travail déclaré générateur de droits, mais qui simplement au quotidien vendent leur force de travail et leur savoir-faire à qui le veut bien. Donc, je ne sais pas si vous avez vu en Inde en particulier, on a vu ces populations quittant les villes, faute de moyens de subsistance, pour essayer de regagner leur village avec des cohortes de gens sur les routes qui, évidemment, n'ont fait que propager l'épidémie. Une espèce d'exode rural inversé. Oui, c'est ça, oui, des flux en sens ville
ville-campagne. Alors, il y a encore une fois, pour illustrer cet impact, on a mis l'accent au début de la crise sur un point qui est un point d'actualité dans tous les pays d'ailleurs, hein, sur la question des jeunes. Alors, il y a tout l'enjeu de la scolarisation, hein. Donc là, on sort un peu du champ de l'OIT, mais ça aussi, c'était un point très important. C'était un point très important du succès des objectifs du millénaire pour le développement, hein. C'est la progression de la scolarisation des enfants dans le monde et également dans les pays en voie de développement. Là, selon les chiffres de l'UNESCO, on aurait pratiquement 1 milliard d'enfants qui seraient menacés de déscolarisation. Et donc, on peut imaginer les conséquences à terme que cela peut avoir. Des conséquences majeures en termes de santé aussi, puisque les systèmes de santé sont totalement désorganisés, y compris dans les pays qui en sont le plus dépourvus. Et on est très inquiet aussi sur les reculs qu'on pourrait avoir en matière de santé maternelle et infantile, encore avec des conséquences à terme considérables. Et puis, dernier point pour arrêter cette litanie qui n'est pas réjouissante, c'est un autre facteur qui explique le recul, hein, de la pauvreté ces 20 dernières années, c'est la situation des classes moyennes dans les pays émergents. Là, je pense que c'est un point important à avoir à l'esprit. Le recul de la pauvreté en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, a évidemment alimenté une forte montée en puissance des classes moyennes, d'où la montée, hein, du salariat aussi dans ces pays-là, et avec le salariat d'un certain accès à la protection sociale, ces acquis se trouvent menacés moins en Chine qu'en Amérique latine, du fait des effets de cette crise, et que les dispositifs d'accompagnement et d'aide dans ces pays ne sont pas ceux que l'on peut connaître en Europe ou en Amérique du Nord. Donc ça, je pense que c'est aussi un point de vigilance qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, bon, ça, c'était ce que je pouvais peut-être dire pour alimenter la conversation sur l'impact. Est-ce que je passe à mon deuxième point? Comme vous voulez, peut-être ouais. Que là, moi j'en aurais tout de suite une, mais pardon, parce que dès qu'on passe le micro, c'est l'horreur. Est-ce qu'il y a des... pour le coup, ça c'est les chiffres globaux, mais est-ce qu'il y a justement des poches ou des endroits où on a vu, où il est possible de détecter qu'il y ait, en dehors des aspects d'amortisseurs de la protection sociale nationale, des mécanismes quelconques ou des réactions quelconques qui font que, déjà au moins au niveau des stats, on a moins d'impact, ou est-ce que c'est trop fin et qu'on l'a pas encore? Je pense par exemple au réseau que vous aviez, dont vous aviez aidé la mise en place, par exemple. Alors peut-être que j'anticipe sur la suite de tout à l'heure, mais que vous aviez aidé à mettre en place en matière sur les filières textiles au Bangladesh et ailleurs. Est-ce qu'il y a eu voilà, ou peut-être que la question est saute, quoi. Non, pas du tout. Alors plus fort, parce que le micro est de ce côté-là, donc tu viens là. Non, fort, parce que sinon personne n'entend. Alors attends. Je voudrais poser une question par rapport aux jeunes. Vous avez parlé des jeunes, surtout de l'école primaire, mais tout ce qui est dans les lycées techniques, lycées professionnels, sont des jeunes, et il y a un impact sur le travail et sur la formation professionnelle. Et ils sont jeunes, ils ont moins de 18 ans, ils ne sont pas adultes. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu les choses? Ouais. Merci. Alors, sur votre question sur l'enseignement, enfin, on pourrait qualifier de professionnel, on pourra aller vite. Oui, la crainte, mais je pense qu'un pays comme la France l'illustre bien, c'est la raréfaction des débouchés sur le marché du travail pour des formations courtes et qui n'ont pas vocation en plus à être rallongées. On a estimé qu'à peu près un jeune sur 6 jeunes travailleurs se retrouvaient
avait perdu son emploi pendant cette crise. Donc il y a un double problème qui est au cœur de votre question d'entrer dans la vie professionnelle. Donc là, l'OIT ne fait qu'encourager tous les dispositifs d'appui, d'aide, d'accompagnement des entreprises pour que ces flux d'entrée sur le marché du travail subsistent. Il y a en dehors de la question sur l'enseignement professionnel, il y a un flux d'entrée des jeunes au niveau mondial de 40 millions chaque année. Jusqu'à 2030. Donc, si vous voulez, ça. Chaque année, 40 millions de jeunes entrent sur le marché du travail. Voilà. Donc, ça alimente un besoin. En fait, si vous voulez, depuis la récession de 2008, on estimait ça en 2015, mais la situation ne s'est malheureusement pas arrangée avec la crise. On estimait que pour retrouver en 2030, donc 2030 c'est le terme de cette stratégie mondiale sur le développement durable, les objectifs de développement durable dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc on estime que pour en 2030, au terme de cette stratégie, retrouver le taux de participation au marché du travail que l'on connaissait avant la récession de 2007-2008. Là, c'était pour la première petite crise, si on peut dire maintenant, au regard de ce qu'on connaît maintenant. Donc, pour qu'en 2030, on ait le même niveau de participation à l'emploi que celui qu'on connaissait avant la récession de 2008, on avait en 2015 un écart on devait créer 600 millions d'emplois d'ici 2030. Il aurait fallu. Ne serait-ce que pour retrouver le niveau de participation à l'emploi qu'on connaissait avant la récession. Et il n'y a pas eu 600 millions d'emplois détruits, si vous voulez, pendant la récession, mais le fait que la population d'âge de travailler augmente, et le fait notamment que les flux de jeunes considérables arrivent chaque année sur le marché du travail, dans les pays du Sud en particulier, voilà, ça alimente. Et donc l'écart ne risque pas de se réduire, au contraire, évidemment, avec la récession. Donc, et alors sur est-ce qu'il y a une différence selon les secteurs et selon les pays? C'est un peu difficile de répondre précisément à cette question. Dans les pays qui sont inscrits dans ces chaînes de valeur, dans le textile notamment, je dirais, ont beaucoup souffert au début, mais visiblement la reprise est plus forte chez eux. Parce que ce sont des maillons de la chaîne, de ces chaînes de valeur qui sont relativement indispensables. Donc, quand malgré tout la demande repart et quand l'épidémie dans ces pays est en retrait, la croissance repart. C'est plus un effet de la demande qu'une résilience qui sortirait. La résilience, il semblerait, mais bon, là, c'est vraiment des hypothèses. Je suis très, très prudent, mais il semblerait que les pays qui ont une base industrielle importante se montrent plus résilients que les autres, surtout dans un contexte où l'épidémie touche et reste très active, et où les activités sociales qui génèrent beaucoup de demandes dans les services sont plutôt en retrait. C'est typiquement la situation qu'on peut connaître en France par rapport à l'Allemagne, je dirais. C'est qu'on voit bien qu'une économie très, très tournée vers les services, avec en plus une part du tourisme, comme dans les pays d'Europe du Sud importante, c'est évidemment plus difficile de se montrer résilient que des pays qui ont une base industrielle. Celui qui, au départ, était sans doute plus touché parce que, justement, davantage sensible au choc, un choc économique exogène au niveau international, vu la place de leurs exportations dans le une forme de rythme finalement différent, avec un impact plus lent pour les services, mais peut-être plus rapide en rebond potentiel pour les pays industriels. Alors, encore une fois, il y a un peu pour dresser un constat plus définitif. Alors peut-être là, maintenant, ce qu'on peut dire sur le Covid en tant qu'accélérateur des facteurs de transformation du travail. Alors, pour rebondir, Anne-Marie, sur votre question, je dirais d'abord que cette crise sanitaire, elle n'intervient pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle fait suite
un certain nombre d'événements qui ont quand même considérablement marqué l'économie mondiale et l'emploi. Il y a d'abord eu, enfin, si on essaye sur les 20 dernières années d'identifier quels sont vraiment les événements marquants, moi je pense que je crois que le premier événement marquant, c'est d'abord l'éruption de la Chine dans l'économie mondiale. J'en ai dit un tout petit mot tout à l'heure, mais ça a évidemment bouleversé la géographie de l'industrie mondiale. Ça a aussi bouleversé d'une certaine façon la répartition des revenus et des emplois. On a eu ensuite cette récession de 2008 qui présente le paradoxe finalement d'avoir été une crise financière, donc sans doute liée à une trop faible régulation des circuits financiers internationaux, mais qui pour autant ne semble pas nous avoir conduit à véritablement changer de modèle économique, puisqu'il semblerait même que, du fait en particulier de l'explosion de l'endettement public et privé que cette récession a généré, cet endettement public et la politique monétaire accommodante qui a été mis en place pour la gérer, finalement plutôt contribué à renforcer les tendances de cette économie très, très financiarisée, avec notamment la poursuite de bulles immobilières et sur le marché des actifs financiers. Et puis, je pense que le troisième, c'est pas vraiment un événement, c'est plus un phénomène diffus, mais la montée de ce qu'on appelle l'économie numérique, le développement des plateformes à partir des années de 2012-2015, pouvait être considéré il y a 2 ou 3 ans encore comme une forme de tête d'épingle, mais qui aujourd'hui est vraiment considéré comme un facteur majeur de transformation de l'économie. Donc finalement, cette crise sanitaire, encore une fois, elle n'intervient pas dans un contexte apaisé, elle intervient au contraire dans un contexte déjà fortement secoué ces 20 dernières années par toutes sortes de facteurs de transformation. Alors, je peux peut-être illustrer ce propos en reprenant quelques-uns de ces facteurs de transformation accélérés par le Covid, en prenant peut-être d'abord le numérique. On a assisté, et là je pense que j'apprends rien à personne, mais c'est vrai que quand on regarde l'impact économique de cette crise, on s'aperçoit quand même que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est cette partie de l'économie numérique qui, même dans un certain nombre de domaines, je pense notamment au commerce, a plutôt le vent en poupe par rapport à des modèles économiques plus conventionnels. Du point de vue de l'emploi et du travail, ça n'est pas sans conséquence. Enfin, je pense que vous avez beaucoup de travaux, vous avez mené beaucoup de travaux là-dessus, mais le développement de ces plateformes pose un problème d'ordre socio-économique et de statut professionnel, savoir comment est-ce que on arrive d'une part à organiser des conditions de concurrence équitables, viables entre des modèles économiques qui, de fait, aujourd'hui, ont des facteurs de coût qui sont extrêmement différents. Enfin, je pense notamment au commerce, et où le statut des personnes qui travaillent dans ces secteurs est lui aussi très différent du statut dominant qu'on pouvait connaître jusqu'ici au niveau du salariat. Donc ça pose, moi ce que je trouve très intéressant dans ce phénomène, c'est que on retrouve d'une certaine façon les fondements du droit du travail. Le droit du travail, historiquement, il s'est développé à la faveur, bien entendu, d'un mouvement revendicatif très important, le mouvement ouvrier, le mouvement syndical, revendiquant de meilleures conditions de travail, de meilleurs revenus, de meilleure protection, un accès à la protection sociale, mais le droit du travail, il est aussi né de la nécessité économique d'organiser des conditions de concurrence viables. Et c'est ces deux dimensions, en réalité, qu'on retrouve aujourd'hui partout dans le monde autour de la question des plateformes. Vous avez
alors, vous avez un mouvement juridictionnel en France et dans d'autres pays qui consiste à requalifier une partie des personnes qui travaillent dans ces secteurs en les faisant accéder au statut de salariés. Donc ça, on le voit aux États-Unis du point de vue de l'accès à la sécurité sociale. On voit en Europe aussi, en France en particulier. Beaucoup en Angleterre aussi. Alors en Angleterre, c'est plus subtil parce que en Angleterre, si vous voulez, l'Angleterre fait partie de ces pays qui ont moins poussé que des pays comme la France la dichotomie absolue entre indépendants et salariés. En France, je pense que c'est l'un des pays au monde qui a le plus fait reposer son droit du travail sur le critère de la subordination juridique vis-à-vis de l'employeur. Entre prestations et par rapport à un critère de dépendance économique. Dans beaucoup de pays, on a toujours combiné ce critère de la subordination juridique, qui est un critère juridiquement très fort. C'est-à-dire qu'il faut, lorsqu'une personne est sous la supervision, sous le contrôle, et presque pour le compte de son donneur d'ordre, ce donneur d'ordre et son employeur, avec toutes les responsabilités que ça incombe. Dans d'autres pays, donc je dirais, modérer ce critère par celui de la dépendance économique, qui, on peut être dépendant économiquement sans être forcément totalement subordonné à son donneur d'ordre, ça arrive même souvent. Et donc, du coup, ces pays ont plutôt eu un dégradé de statut professionnel entre les self-employment et les indépendants et les salariés. Donc, les salariés en Angleterre sont les employés, mais les chauffeurs Uber en Angleterre, même requalifiés par le juge, ils sont workers. Et les workers, c'est pas les employés, c'est pas des salariés au sens où on l'entend en France. Ils sont souvent pas couverts par des pans entiers du code du droit du travail, notamment le droit du licenciement ne s'applique pas à eux. En matière d'accès aux prestations sociales, c'est pas non plus la même chose. Et l'employeur n'est pas tenu non plus à leur fournir une quantité de travail fixe à l'avance. Les fameux contrats zéro heure. Contrat zéro, c'est ça. Ce sont des workers, ce ne sont pas des employés. Donc, mais justement, je pense que un des impacts de l'économie numérique et des plateformes sur le travail et sur l'emploi, sur le plan du statut, réveille un peu ce débat sur est-ce qu'il faut tout mettre dans le salariat, est-ce qu'il faut au contraire renforcer l'accès aux protections des travailleurs indépendants, est-ce qu'il faut développer des statuts intermédiaires comme on peut le voir en Espagne, en Italie aussi, ça existe, c'est ce qu'on appelle la parasubordination, les workers en Angleterre. Les Allemands connaissent aussi un dispositif intermédiaire, mais qui est plus destiné à des consultants de haut niveau ou des cadres dirigeants. Mais donc, voilà un peu les termes du débat, et ce n'est pas sans conséquence sur l'action de régulation d'une organisation comme l'OIT. Donc, bien évidemment, on voit ça de près. Alors, Ce qui est intéressant, là je vous interromps juste 30 secondes, c'est que on a vu aussi les syndicats s'y intéresser. Je pense toujours à la même, donc c'est globalement la CFDT, avec il y a quelques années, c'était une espèce de refus un peu systématique même de le regarder comme atteinte trop profonde au droit du travail. Et là maintenant, ils mènent des études qui sont tout à fait intéressantes sur ces plateformes-là parce qu'ils savent bien qu'on est d'un certain côté ici dans une économie mondialisée et que ce qui n'est pas externalisé ici peut l'être en Estonie ou ailleurs, quoi. Et donc, je trouve que de ce côté-là, leur capacité d'analyse, c'est exactement comme pour les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que, pardon de reprendre des choses là-dessus, mais les lanceurs d'alerte, il y a quelques années, c'était systématiquement, on bypass quelque part la voie syndicale ou la voie machin. Or, là maintenant, le phénomène, il est tellement intégré que ils ont, d'ailleurs, ils sont ce qu'on verra... on verra en janvier, mais ils sont à l'origine, par exemple, du montage en France et en Europe d'un truc qui s'appelle la maison des lanceurs d'alerte, ce qui aurait été, il y a 10 ans, très étonnant. Et donc, on les voit bouger de ce côté-là, y compris sur l'économie de plateforme, parce que encore une fois, les statuts des pays ne sont pas tout seuls. Alors, précisément, l'initiative qu'a pris récemment la CFDT, la CGT aussi est assez active pour syndicaliser notamment dans le secteur des VTC. Je pense que ce que ça révèle, c'est que
et là je fais peut-être une petite parenthèse, si vous m'y autorisez. L'OIT, on a fêté son centenaire l'an dernier, donc vous comprendrez que c'est une organisation qui a été créée en 1919, donc à une époque où le salarié n'était pas majoritaire dans les pays fondateurs de l'organisation. Donc ça veut dire que tous les principes qui ont été énoncés dans la constitution de l'OIT l'ont été alors que les rédacteurs de ces magnifiques textes n'avaient pas dans leur imaginaire une vision du travailleur salarié comme figure dominante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces beaux principes, et notamment la liberté syndicale, le droit d'association, le droit de la négociation collective, ce sont des principes qui ont naturellement vocation à s'appliquer à tous les travailleurs, pas seulement aux travailleurs salariés. Et depuis quelques années, on note au niveau mondial, à l'OIT en particulier, que dans un certain nombre de pays, on est saisi par des syndicats sur des questions d'accès au droit de grève ou au droit de négociation de gens qui statutairement ne sont pas des salariés. Dans le transport routier, par exemple, ça peut arriver. Et pour revenir aux plateformes, aux États-Unis, l'action qu'ont mené un certain nombre de coalitions de chauffeurs VTC, chauffeurs Uber, la première étape, si vous voulez, dans leur mouvement revendicatif, ça a été de revendiquer le droit de se coaliser, donc en association syndicale, je dirais, pour échapper au droit de la concurrence, qui interdit normalement à des indépendants de se mettre d'accord sur des tarifs opposables aux donneurs d'ordre. C'était dans quel secteur? C'était Uber. Hein, je ne sais plus si c'était Uber ou d'autres plateformes, mais c'était dans le domaine du transport de particuliers dans les villes. J'ai en tête à Seattle, hein, il y a 4-5 ans peut-être, donc les gouvernements municipaux qui édictent des ordonnances reconnaissant le droit de ces personnes à se coaliser et à revendiquer un tarif opposable aux plateformes. Et donc, je fais je ferme la parenthèse, mais pour montrer que c'est une des voies de sortie, et c'est, semble-t-il, un petit peu ce qu'essayent de faire les pouvoirs publics en France, avec notamment cette mission qui a été confiée à Jean-Yves Frouin, l'ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, pour essayer d'organiser un tour de table avec les parties prenantes de ces plateformes pour trouver une façon de renforcer l'accès à la protection sociale. On est donc sur une amorce de dialogue social d'un genre un peu nouveau, vu le statut actuel de ces personnes. Donc voilà, enfin, ça je pense que c'est un point qui illustre bien l'accélération du mouvement de transformation du travail qu'on peut connaître avec cette crise compte tenu de l'essor de ces plateformes, qui d'ailleurs, soit dit en passant, dont la viabilité du modèle économique, pour nombre d'entre elles, reste approuvée, puisque je rappelle que Uber n'a jamais réalisé de profit mondial, même s'ils ont une capitalisation boursière phénoménale. Alors, un autre exemple, mais là, je pense que vous avez aussi travaillé là-dessus, hein, on en parle beaucoup, c'est évidemment l'essor du télétravail. Hein. Moi, mes collègues qui sont experts de ce sujet à l'organisation, enfin à Genève, ont soudainement connu des sollicitations tous azimuts de tous les pays. Donc, c'est visiblement, c'est probablement, je pense, un événement majeur qu'on est en train de vivre. Encore une fois, il est un peu tôt pour en évaluer toute la portée, mais visiblement, c'est pas conjoncturel. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut qualifier de structurel. Il suffit d'ailleurs de se promener sur l'esplanade un peu au-dessus pour s'en rendre compte. Ça pose une foultitude de problèmes, évidemment, que je ne vais pas détailler ici, sur lesquels on pourra reparler aujourd'hui ou un autre jour d'ailleurs. Mais bon, ça pose une première question
du collectif de travail, je pense que c'est une des principales questions qu'il faut se poser, aussi bien du point de vue du sens du travail pour le salarié, y compris pour sa santé, et pour l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le travail pour une entreprise si on le déconnecte complètement d'un fonctionnement collectif, d'une délibération, de tous ces moments d'échange même informels qu'on peut avoir sur le lieu de travail. Ça, c'est, je pense, c'est une vraie question. Ça peut aussi poser renvoyer à un problème d'organisation de l'entreprise et de modèle économique de l'entreprise. On voit aujourd'hui, et c'est pas en France, aux États-Unis, en Angleterre, à la City, s'amorcer une interrogation autour de l'avenir de l'immobilier de bureau, avec des stratégies. On le sentait monter globalement depuis quelques années, et là, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait eu une espèce de coup de tonnerre. Il y en a eu deux. Il y a eu le premier qui était, je crois que c'était Arthur Andersen, d'ailleurs, quand ils se sont installés à l'époque dans l'immeuble Vuitton pour installer leur bureau là, et c'était le premier fameux, donc tout le monde disait on va venir avec un caddie avec pas de bureau affecté mais une prise, et puis l'autre qui était celui qui est maintenant notre commissaire européen et qui va nous sortir d'ailleurs le truc sur le digital globalement là maintenant, et qui est Thierry Breton, donc à la tête d'Atos, quand il a refait à la fois son siège, son truc en Ile-de-France, c'était j'ai 6000 gus, j'ai 6000 salariés, je veux 3500 chaises. Et donc là, c'était déjà le jeu sur, en gros, pourquoi aussi. D'abord, c'est la vocation du consultant d'être chez les clients, ça c'est vrai, mais en même temps, c'était pas de frais immobiliers excessifs, 365 jours par an, 24 heures sur 24, alors que les gens ne sont pas là. Et donc, ça avait vraiment fait grincer les dents à ce moment-là. Je dirais que là, on est rentré. Ouais. Bon, et puis je pense que le dernier point un peu de vigilance, d'attention sur l'évolution du télétravail, c'est précisément l'impact que ça peut avoir aussi sur les statuts professionnels. Puisque, à terme, tout à fait. Bon, on en a parlé à propos des plateformes, mais voilà, ça peut être source d'une revue des politiques un peu d'outsourcing ou d'externalisation que les entreprises peuvent avoir, et on pourra y revenir d'ailleurs sur le point sur la mondialisation. Mais je pense que c'est pas que d'hypothétique. Alors, il y a un autre... l'usage du conditionnel en français qui a beaucoup de nuances. Bon, on pourra peut-être y revenir. Il y a un autre point que je veux absolument mentionner, c'est encore l'effet d'accélération de la crise, c'est la question des inégalités. J'en ai un petit peu parlé dans le premier point de mon propos, mais vous savez que les inégalités, c'était vraiment devenu... C'est assez stupéfiant de voir à quel point c'était devenu une sorte de point de convergence, de consensus entre l'ensemble des organisations internationales qui le considéraient comme le problème numéro 1 de l'économie mondiale, pratiquement. Alors ça, l'OIT, personne n'était surpris qu'on mette ça en avant, mais des organisations plus économiques et financières comme CDE, comme le FMI, évidemment la Banque mondiale, le pointait aussi comme une priorité à laquelle il fallait s'attaquer et comme l'une des explications de l'affaissement de la croissance au niveau mondial du fait d'une répartition sous-optimale du revenu à l'échelle mondiale et dans les pays pour maintenir un flux de demande suffisamment important pour stimuler l'offre productive. Et dans une forme de Davos, c'était en 2018, c'est là-dessus que le forum de Davos s'est tenu. Alors, forum de Davos qui s'exporte cette année, c'est ce que j'ai vu. Oui. Il sera pas à Davos et il sera pas en janvier. Mais c'est pas le seul événement. C'est comme le Dakar qui est plus à Dakar, le Davos n'est plus à Davos. Enfin, pardon. Alors, moi, il y a un chiffre que j'ai trouvé, moi, que je trouve très significatif sur pour illustrer un peu le propos sur les inégalités et l'impact de la crise. C'est un chiffre qui vient d'un think tank américain qui s'appelle Opportunity Insights, qui est hébergé par l'université de Harvard et qui montre que donc à l'été dernier, alors il y a eu des suppressions d'emplois, etc. Comme ça, on le sait.
Mais quand on regarde un petit peu plus dans le détail, ils ont relevé qu'il n'y avait que 2% d'emplois rémunérés à plus de 60 000 $ en moins par rapport au mois de janvier. Donc 60 000. Redis-le-le. Donc les emplois rémunérés à plus de 60 000 $ étaient en baisse de 2% entre l'été dernier et puis le mois de janvier. Par contre, les emplois rémunérés à moins de 27 000 $, donc les emplois peu rémunérés, hein. En France, ça fait quoi? Ça fait entre SMIC et demi. Hein. Eux ont baissé de 18%. Donc ça montre, ces chiffres montrent quoi? Ça montre que, bon, d'abord, la crise aggrave les inégalités en tant qu'on détruit plus d'emplois moins qualifiés, moins bien payés que d'emplois supérieurs. Et il montre aussi que on assiste à une sorte on risque d'assister à une sorte de spirale qui va ne faire qu'aggraver une tendance qui était déjà à l'œuvre et particulièrement visible aux États-Unis, dans un pays comme les États-Unis, où c'est en réalité les classes moyennes qui se creusent. Vous savez, c'est la figure de l'éléphant. Hein. C'est-à-dire qu'on a une progression très forte des déciles les plus bas, les plus à gauche dans l'échelle de la répartition des revenus. Puis on a, au contraire, une forte concentration des plus hauts revenus sur le dernier décile, voire sur le 1% des gens les plus riches. Et puis c'est en fait les classes moyennes qui se retrouvent les plus affaiblies. Et ce schéma, on le retrouve sans doute moins en Europe du fait d'une protection sociale plus forte et peut-être aussi du fait d'un droit du travail plus fort. C'est qu'il y a certains économistes qui considèrent que la principale explication d'inégalités beaucoup plus importantes aux États-Unis qu'en Europe continentale sont moins dues à la protection sociale qui, malgré tout, quand même, existe aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, il y a un système public de pension, il y a malgré tout une couverture santé pour les plus pauvres, et il y a des prélèvements qui financent ça. Donc ça viendrait moins d'un écart au niveau de la protection sociale que de l'existence d'un droit du travail. L'existence d'un SMIC, l'existence d'un droit syndical qui existe en tout cas dans des formes très différentes aux États-Unis, plutôt qu'en Europe. Enfin, ça encore, c'était une petite parenthèse que je ferme. Donc avant la crise et dans les travaux du centenaire de l'OIT sur la transformation du travail, on avait sorti un chiffre, mais qui sans doute va être revu à la haute de cette crise, mais qui montrait déjà l'ampleur de ces inégalités, puisque on soulignait que 1% de la... Attendez que je me trompe pas. Oui, c'est ça. 1% de la population mondiale reçoit 27% des revenus du travail. C'est pas un écart de richesse, hein, c'est vraiment les revenus. Et 50% les plus pauvres se limitent à 12%, se partagent 12% du revenu mondial. Donc évidemment, ce chiffre va probablement être revu dans le sens d'un creusement des inégalités. Et au final, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ceux qui finalement, ce sont les perdants, je dirais, d'une certaine façon de la mondialisation, soit parce qu'ils en ont été à l'écart, c'est le cas des travailleurs informels dans les pays en développement, c'est le cas notamment des personnes vivant de l'économie agro-pastorale, pêche, forêt, donc ce qu'on appelle le secteur primaire. Et puis c'est les perdants de la mondialisation actuelle. Et puis ceux qui finalement ont tiré le moins des gains. Je ne sais pas si c'est des gains. Il y en a qui n'est pas content, mais ça ne fait rien. Des gains tirés des technologies et
et donc c'est la répartition inégale des gains tirés du commerce international et des innovations technologiques. Alors, je profite du fait que vous reprenez vos lunettes, excusez-moi, pour lire une question. Peut-être ce sera plutôt au bout que pose Aurélie. Merci Aurélie. Et qui est quelles sont selon vous les recommandations ou les chantiers prioritaires qui devraient conduire les RH, peut-être là pour le coup internationaux, en termes de qualité de vie au travail ou de compliance sociale en général. Donc, c'est un peu une responsable d'entreprise internationale. Il dit, voilà, au vu de ça, est-ce que, en conclusion lointaine, mais on peut prendre les questions peut-être après votre exposé, comme vous voulez. Hein, donc, comme vous voulez, hein, moi je suis à votre disposition. Les questions étaient là et les gens profitaient. Oui. Non, on peut faire une petite incursion. Alors, alors d'un point de vue évidemment international, hein, d'un point de vue global, moi je renverrai la question à la problématique des chaînes d'approvisionnement. Je pense que et ça me permet de passer là au dernier point sur la mondialisation. Oui, ce qui va devenir de la mondialisation. Le phénomène majeur de la mondialisation telle qu'on la connaît depuis 20 ans, c'est moins une mondialisation de l'économie qu'une mondialisation de la production, avec une transformation de l'entreprise autour de ces politiques de sourcing, d'achat, d'investissement, de localisation de ces centres de production. Et donc, c'est un jeu où finalement, l'entreprise, de fait, joue un rôle et de fait acquiert une responsabilité qu'elle n'avait sans doute pas avant. Donc, on a vu se fleurir ces dernières années des initiatives souvent extrêmement intéressantes d'entreprises déployant précisément, pour répondre à votre question, déployant une véritable politique RH internationale. Alors, en France, par exemple, beaucoup d'entreprises se sont lancées dans la négociation d'accords cadres internationaux, c'est-à-dire des cadres négociés avec les fédérations syndicales internationales pour, je dirais, à la fois exposer une doctrine d'emploi au niveau mondial. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise X d'appartenir à cette, enfin, de travailler pour cette entreprise X dans une perspective mondiale. Souvent, c'était aussi une stratégie consistant à renforcer l'attractivité de telle ou telle entreprise vis-à-vis de ses concurrentes au niveau mondial. Il y a un exemple très illustratif, c'est ce qu'un certain nombre d'entreprises, notamment françaises, ont pu faire en matière de protection sociale. Et là, le sujet est d'autant plus important dans le contexte que l'on connaît. Avec, c'est L'Oréal en France. Hein, on a L'Oréal en bout là. Donc vous en dites plein de mal ou plein de bien. Pardon, Catherine. Donc qui a pris l'initiative L'Oréal en parlera plus loin, mais de concevoir un accès minimum à un certain nombre de prestations sociales garanties par l'entreprise dans toutes ces filières. Donc, du point de vue, pourquoi, et d'ailleurs L'Oréal a monté à l'OIT un réseau justement des grandes entreprises mondiales qui prennent ce type d'initiative de promotion des socles de protection sociale pour elles-mêmes, pour leur filière. Juste Catherine qui nous entendait, vous voyez que on vous interviewera plus tard là-dessus. C'était l'objectif pour janvier ou février de notre santé-travail à l'international et les choses un peu exemplaires. Pardon, Cyril. C'est le socle Share and Care. Alors, je ne sais pas si vous avez Renault dans vos... Oui, ils ne sont pas là, mais oui. D'accord, mais donc Renault est aussi une des entreprises françaises qui s'est montrée très active sur le terrain du dialogue social international et avec Industrio, le partenaire syndical international. Ils ont récemment conclu un accord qui précisément porte sur la qualité de vie au travail. Et si vous voulez, en quoi c'est, du point de vue de l'OIT, là, c'est précis. Pourquoi c'est important pour nous? D'abord parce que ça nous offre des leviers et des moyens d'agir qui s'ajoutent, je dirais, à notre panoplie d'instruments réglementaires classiques qui passent par les conventions internationales et leur ratification par les États membres. Lorsque les entreprises nous demandent
notre aide ou un conseil ou un éclairage, et surtout s'appuie sur nos travaux et sur nos normes pour bâtir ces cadres conventionnels à l'échelle internationale, c'est évidemment pour nous autant de relais pour mettre en œuvre d'une certaine façon notre agenda. On en avait parlé lorsque j'étais venu et vous parler là, de ce qui s'était passé au Bangladesh en 2013, le Rana Plaza. On a bien vu à ce moment-là que lorsque des entreprises mondiales prenaient des engagements contractuels et vérifiables par leurs partenaires syndicaux, voire les ONG, sur la conformité par rapport à certaines normes internationales, ça renforçait l'effectivité de ces normes internationales de la même façon, et peut-être d'une façon plus je dirais, plus forte que... c'est à la fois plus lisible et plus fort. Voilà, que la simple transposition ou ratification des conventions qui reste évidemment indispensable. Juste un petit coucou Anne-Marie, si je peux me permettre, c'est le docteur Guez, Orange. Alors, sur les supply chains... Vaste question, oui. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va assister à un tournant dans la mondialisation de cette production qui s'est donc traduit par un essor, une extension des réseaux de production à l'échelle mondiale et surtout par une fragmentation de ces réseaux de production. Avant la crise que l'on a connue, l'essentiel du commerce international, en réalité, 80%, était constitué non pas de biens et de services finis, mais de consommation intermédiaire qui s'inscrivaient justement dans ces chaînes, qu'on appelle aussi des chaînes de valeur, puisqu'on note un partage de la valeur entre les différents points de ces réseaux de production, avec une forte concentration de la valeur, en réalité, dans les fonctions amont, recherche-développement, et dans les fonctions aval liées à la vente ou au marketing. Et donc, les chaînes manufacturières situées dans les pays, vous avez parlé d'ateliers du monde, dans un certain nombre de secteurs électroniques ou textiles en Asie du Sud-Est. Donc, est-ce que ce schéma-là, où les entreprises avaient acquis donc un rôle considérable, du fait aussi à la fois des évolutions technologiques qui rendent pilotables ces chaînes de production grâce aux technologies numériques et Internet, et puis grâce aussi, il faut le dire, à un retrait des régulateurs étatiques, à la libéralisation du libre-échange. Donc aujourd'hui, on a un climat au niveau du multilatéralisme commercial qui est quand même tourmenté, avec notamment la guerre commerciale Chine-États-Unis, qui visiblement a un côté là aussi un peu structurel, indépendamment de l'administration que l'on connaît aujourd'hui en place. On a un discours fort tenu dans un certain nombre de pays, et y compris en Europe, sur l'enjeu stratégique de certaines relocalisations. Et puis, on a aussi un facteur qui pourrait s'inverser, qui avait rendu possible l'extension de ces chaînes d'approvisionnement, c'est ce qu'on appelle les coûts de transaction, c'est-à-dire le coût du commerce international, le coût du fret notamment. Et puis, et à mon sens, c'est sans doute le facteur qui sera décisif à moyen terme, c'est la question de la transition écologique. Vous avez vu récemment, la presse s'est beaucoup fait l'écho du fait que lorsqu'on intégrait les importations françaises dans le bilan carbone, on avait un bilan carbone beaucoup moins satisfaisant qu'on pouvait le penser au vu des simples émissions émises depuis le territoire français. Le delta, c'est effectivement la désindustrialisation et les importations industrielles. Donc, ça, c'est les données de l'équation. Après, moi, on peut formuler des hypothèses sur les évolutions à venir. Alors, à l'OIT, on a, et c'est venu de nos membres, de nos mandants, notamment en Asie du Sud-Est, qui nous ont demandé d'essayer d'évaluer l'impact que pouvaient avoir ces relocalisations, ces stratégies de relocalisation dans un certain nombre de secteurs, notamment textiles et électroniques et pharmaceutiques. Alors, ce qui ressort à ce stade de ces analyses et de ces études,
c'est qu'il est peu probable quand même qu'on assiste, toutes choses égales par ailleurs, à une remise en cause radicale de cette organisation de la production au niveau mondial. Ce qui est pourtant, j'imagine aussi dans nombre de pays, le discours des dirigeants, relocalisons, réindustrialisation, oui, c'est un discours, réinternalisons notamment le pharmaceutique. C'est un discours qui est... Le discours est dominant, la question, ça sera l'impact. Voilà, c'est une question qui est effectivement débattue partout, mais aujourd'hui, il apparaît quand même difficile de voir comment est-ce qu'on pourrait complètement inverser les tendances à l'œuvre depuis 20 ans et qui ont conduit à une sorte de répartition internationale du travail. Il faut voir que, alors je ne parle pas des secteurs qui sont mis en avant dans le débat, notamment le secteur pharmaceutique, mais dans l'électronique, on voit mal quand même comment est-ce qu'on pourrait complètement bouleverser la géographie de la production des semi-conducteurs ou autres. Par contre, il y a des choses qui sont relativement certaines, c'est que, et là je parle avec des représentants des entreprises qui savent mieux que moi, mais il y a une réévaluation quand même des risques. L'évaluation du risque, c'est quelque chose qui est très structurant dans les entreprises aujourd'hui. Hein. Donc il y a une réévaluation du risque dans les chaînes d'approvisionnement. Et sans doute une tendance qui consistera à beaucoup moins dépendre d'un seul fournisseur ou d'une seule région du monde dans tel ou tel domaine. Et du coup, cela pourrait conduire à non pas une remise en cause radicale de la géographie mondiale de la production, mais en tout cas à une plus forte régionalisation des chaînes d'approvisionnement. Oui. Donc ça, c'est un petit peu le point de conclusion qu'avaient ces études que j'ai citées. Moi, je voulais aussi peut-être pointer la question qu'on a effleurée en parlant du télétravail, et c'est la question des services. Je pense des services. Les aides à domicile. Alors non, je ne pensais pas à ça. Je pensais au fait que aujourd'hui, la mondialisation a d'abord, c'est concrétisé dans le secteur industriel, manufacturier. Le développement de nouvelles technologies et l'affinement de ces technologies de travail à distance pourrait rendre possible à terme des phénomènes nouveaux de délocalisation. D'externalisation des services de la même façon. Alors on commence à le voir dans le domaine de l'analyse médicale, dans le domaine de... Tout ce que sont des analyses automatisées, voire des chatbots, c'est clair que la question peut se poser de leur localisation. Donc voilà, ça c'est un point aussi de vigilance, et qui là aussi pourrait d'ailleurs, on le voit avec les centres d'appel, mais pourrait conduire plutôt à une régionalisation des chaînes de valeur plus qu'à une mondialisation, ne serait-ce que pour les questions de fuseau horaire. On le voit par exemple avec l'externalisation des centres d'appel. Écoutez, voilà un petit peu ce que je pouvais... Et est-ce que vous voyez... Oui, alors peut-être dernier point, en terminant sur un chiffre de l'OMC, parce que, encore une fois, tout ce que je le dis avec beaucoup de prudence, parce que fondamentalement, on n'en sait trop rien, mais l'OMC, au début de la crise sanitaire, avait fait des projections très pessimistes sur l'évolution du commerce international, avançant une baisse possible de l'ordre d'un tiers du commerce international. Les chiffres que l'OMC a récemment fait sortis sont bien moindres. En réalité, on tourne autour de moins 10, moins 12%, c'est-à-dire un petit peu plus que la baisse de la croissance mondiale, mais finalement pas forcément beaucoup plus. Donc voilà, démondialisation, relocalisation, il faut être très prudent quand on aborde ces questions-là. Je voudrais faire une remarque, c'est que le télétravail
est probablement une mesure qui va jouer dans les services pour leur mondialisation. Parce que c'est une première étape. Je décentralise le télétravail à quelqu'un qui est à 1 kilomètre de chez moi. Pourquoi pas à 100 kilomètres, pourquoi pas à 1000. Bon, c'est une remarque en passant, mais ma question est plutôt de savoir, en pensant à l'empowerment dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un mouvement d'empowerment des entreprises, peut-être encouragé par l'OIT, c'est-à-dire on dit il y a des entreprises qui s'occupent mieux du Covid-19 que d'autres. S'en occuper mieux, alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça peut être la contamination à l'intérieur du personnel, ça peut être aussi, dans une vision plus généreuse, l'ensemble des contaminations, non pas seulement à l'intérieur du personnel. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mouvement d'entreprises qui se prennent en main mieux que d'autres et qu'on encourage pour être des atouts décentralisés dans la lutte contre le coronavirus? Je rajouterais de ce côté-là que bien sûr ça dépend finalement des modes de fonctionnement internationaux. Et vous parliez de Renault tout à l'heure, je crois que Guillemette n'est pas là, mais elle pourrait nous dire là-dessus. Elle nous avait présenté un exemple tout à fait intéressant, donc justement en Colombie, donc c'est dans l'Inde, c'était il y a quelques années, hein. Donc dans l'un de ces pays qui sont quand même en ce moment très très fortement touchés, parce que tout ce qui est Amérique latine et Amérique du Sud les beaucoup. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans leur vision des choses, je me souviens que CGG Veritas nous avait dit la même chose aussi, c'est que la préoccupation n'est pas seulement celle du seul, j'allais dire travailleur ou salarié, quel que soit son statut, mais que systématiquement, c'est à la fois la famille et la communauté qui sont dont ils ont la charge et qu'ils revendiquent. Donc, effectivement, les droits des pays sont différents et les situations sont différentes, mais je pense que ce serait intéressant de voir là, effectivement, certaines de ces poches-là, si on a ce que j'appelle un peu des clusters positifs ou des poches de résilience positives de ce côté. Est-ce que ils viennent vers vous, ou matière à les identifier, ou est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Peut-être qu'on posera la question, je ne sais pas si vous êtes toujours en bout de ligne, Catherine Didier, là, pour L'Oréal. Mais Cyril, comment vous voyez? Moi, j'ai envie de vous répondre que ce qu'en tout cas on a fortement mis en avant depuis le début de cette crise sanitaire, c'est l'importance pour les entreprises du dialogue social, je dirais, pour aborder ces questions-là. Aussi bien pour identifier les risques que élaborer et mettre en œuvre les protocoles sanitaires qui ne peuvent en aucun cas s'inscrire dans une logique purement unilatérale, mais qui doivent s'inscrire dans une logique délibérative. Donc, disant ça, évidemment, on reste fidèle à nos principes, mais je pense que sur le plan aussi de l'efficacité des conditions de reprise d'activité ou de retour au travail, c'est un point sur lequel on a vraiment mis l'accent. On a d'ailleurs, dans un certain nombre de secteurs, mis en place des références pour des protocoles sanitaires sectoriels qui, évidemment, après doivent être déclinés en fonction des spécificités locales qui peuvent varier d'une région à l'autre. Sur votre... et par ailleurs, les réseaux d'entreprises qu'on peut avoir, notamment, je pensais à celui sur la protection sociale, peuvent, dans cette perspective, être aussi très, très, très utiles. Ce qu'on cherche à faire dans ces plateformes entreprises que l'on essaie d'animer, c'est non seulement de pouvoir organiser un benchmarking entre les membres de ces plateformes, mais aussi de pouvoir se nourrir de leurs pratiques dans nos propres analyses et aussi de leur mettre à disposition tout l'outillage qu'on peut avoir sur ces sujets à l'OIT. Votre remarque sur le télétravail qui révèle, je dirais, un champ des possibles en matière d'outsourcing, c'est exactement ce que je voulais dire. Parfois, il ne faut pas affoler mais c'est un point de vigilance, je pense. C'est-à-dire que les deux répercussions, enfin, logiquement, encore une fois, qu'on voit immédiatement, l'une, c'est sur l'environnement de travail,
l'immobilier et globalement l'ensemble. On voit d'ailleurs commercialement tout un tas d'offres qui se sont mises en place pour les kits Covid pour travailler chez soi, avec la chaise ergonomique, le truc qu'il faut et autres. Effectivement, certaines entreprises, notamment des petites, qui ont dit on va travailler systématiquement, nous on n'a pas les moyens de payer un loyer, donc les startups, et donc on va travailler globalement tous de chez soi. Donc il y a ce truc-là. Et puis il y a, alors bien entendu, je pense que c'est l'une des raisons, même si les choses se disent pas ouvertement, mais des négociations actuelles entre partenaires sociaux pour savoir comment est-ce qu'on réglemente le télétravail. Je pense que tout le monde a compris ça, simplement on n'a pas forcément envie d'en parler, mais effectivement ça peut globalement ça peut être là. Ça, il y a beaucoup de avec pays. les systèmes de traduction automatique de surcroît qui rendent l'obstacle de la langue qui était il y a quelque temps très... Maintenant, pardon de faire de la pub pour Google Trad, mais je veux dire, vous mettez n'importe quoi dans Google Trad, un article d'une langue que vous ne connaissez pas, vous pigez un tout petit peu quelque chose, donc on peut imaginer que ça va aller aussi globalement dans ce sens-là. Alors, Catherine, Didier, je ne sais pas si vous étiez, je vous ai envoyé un petit message, est-ce que vous voudriez bien, là maintenant ou pas, sur L'Oréal International, parce que effectivement, moi je vois, ils ont été, moi j'en voyais en tout cas les chartes et autres qui étaient faites il y a quelques années, on voyait L'Oréal était assez en avance et assez préfigurant de ce côté-là. De votre côté, hello Catherine, vous êtes là, si vous pouvez peut-être... Oui, je suis là, vous m'entendez? Je vais éteindre le mien. Vous m'entendez? Hello. Bon, Oui, voilà. vous m'entendez? Bon, pas de Catherine. Alors, je suis là. Pour ceux que ça intéresse, le nom du programme de L'Oréal, c'était Share and Care. Ah oui, c'est ça, Share and Care. Oui, tout à fait. Et qui est, enfin, ils sont très avancés sur beaucoup de choses. Peut-être pour rebondir ce que vous disiez là sur, alors là cette fois-ci, les conséquences de l'essor du télétravail en dehors de l'entreprise, hein, les externalités, je dirais, positives et négatives que ça peut avoir sur l'économie locale, et en repensant encore une fois à l'esplanade de la Défense un peu désertée. Il y a aujourd'hui, et je pense qu'il faut, enfin c'est quelque chose qu'il faut dire, même si c'est pas du tout une critique que l'OIT reprend à son compte, hein, mais il y a aujourd'hui une critique, je dirais, libérale, hein, de dispositifs de soutien qui sont mobilisés massivement par les pays les pays qui en ont les moyens, les pays du Nord. Vous avez entendu parler du spectre de ces travailleurs et entreprises zombies. Qu'est-ce que ça plaît-il? Je n'ai pas compris là. Ce que certains appellent les travailleurs et les entreprises zombies. Ah oui. C'est-à-dire l'idée qu'en réalité, la crise que nous traversons est une crise structurelle et que un certain nombre d'entreprises, notamment d'entreprises de services dans les centres-villes qui, je dirais, se justifiaient et faisaient leur business du fait d'une certaine organisation du travail et d'une certaine organisation des entreprises, aujourd'hui, visiblement, ne pourront pas repartir. Et donc cette critique, encore une fois très libérale, hein, par rapport au dispositif de soutien, qui n'est pas une critique de l'OIT, j'insiste, ce serait en quelque sorte reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'on est en train de retarder les fameux ajustements structurels chéris de Schumpeter, et qu'il y aurait un risque à ce que, notamment en Europe, par rapport à d'autres régions du monde, on retarde des ajustements structurels et que du coup, cela puisse conduire un certain nombre d'économies des pays du Nord, industrialisés, des vieux pays industrialisés, à voir leur retard, je dirais, s'accroître en termes de potentiel de croissance pour les années à venir. Je pense que, encore une fois, c'est une critique. Oui, mais qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on parle des perspectives et des répercussions de la pandémie. Mais qu'on voit aussi et qu'on voyait avant, y compris aux États-Unis, un truc qui m'avait frappé. Rappelez-vous quand on a demandé à ce garçon là qui a monté cette start-up assez géniale de mesure de la qualité de l'air et de suivi là-dessus. Et j'avais creusé en ce moment, en même temps globalement les choses. Et par exemple, c'était alors
on est dans les fameux, je ne sais pas combien de pourcents, qui sont au-dessus de 50 000 dollars de rémunération. Bon. Mais ceux-là, par exemple, c'était, alors je ne sais plus si c'était Google, Amazon, enfin bref, c'était l'un de ceux-là, l'un des GAFA, était en train de leur faire, enfin, ça va avec tout le mouvement des smart cities et donc qui en ce moment a pris un peu un coup dans l'aile, et du travail dans ces villes-là. Mais là, il y avait un mouvement très fort de cette population plutôt privilégiée qui est du côté du digital avancé et autres, et qui là, par exemple, disait, alors on revient en plus aux impacts environnementaux qui sont complètement pris en compte là-dedans, et qui en gros boycottait, finalement ont boycotté un siège ou une grosse entité qui voulait s'installer à Pittsburgh, et en disant, nous, jamais. Qualité de vie dans la ville, c'est pas ça. C'est trop pollué. Là, pour le coup, on a tous des masques et c'était avant, donc voilà. On veut pas que nos enfants aient ça. L'accès aux services général pour les familles, les enfants et autres, c'est pas ça. Et donc, on refuse. Et à ce moment-là, et comme on peut, là, je veux dire, pour le coup, sont des populations, c'est vrai que ces populations-là peuvent changer, enfin, on les voit changer de job tous les 18 mois, 2 ans, sans aucune, même quelquefois beaucoup moins, sans aucune difficulté. Et donc, avec une capacité de pression tout à fait importante, ce qui fait que, je ne sais plus lequel des GAFA en question a complètement changé son système, à la façon système d'implantation, et s'est mis d'ailleurs ensuite à soutenir, je sais plus où c'était globalement au Canada, des smart cities et autres possibilités, où l'ensemble sera, et on a l'impression effectivement que l'un des effets de la crise, ça peut être d'accentuer, comment dire, les capacités de levier de ces types de populations par rapport aux 50 ou 60 ou autres pourcents. Est-ce que ça, c'est des choses que, oui, donc alors les sujets sont mélangés. Je dirais c'est à la fois travail avec environnement, avec aménagement et autres. Et ça, c'était à l'intérieur même des États-Unis. Parce que j'ai souvenir d'avoir vu ça l'an dernier. En gros, c'était mars dernier exactement. Non, c'était même pas il y a un an, puisque c'était notre dernier truc avant Covid. Donc ça, c'est pour revenir sur le télétravail, je ne sais pas si je vous ai donné ce chiffre, mais aux États-Unis, on évalue que le nombre de jours télétravaillés, qui était de moins de 5% avant la crise, pourrait durablement être maintenant de l'ordre de 20-25%. Donc c'est quand même considérable, quoi. Et ça, encore une fois, ça a des conséquences internes, mais ça aura aussi des conséquences externes, puisque le fait pour des gens de se déplacer pour aller travailler tel ou tel endroit, ça génère évidemment toute une série d'activités qui peuvent être remises en cause. C'est des modèles qui peuvent se mettre à changer de façon importante. D'ailleurs, de ce côté-là, il y a deux modèles que je toujours trouvé intéressants. Alors, c'est vraiment plus particulier de services, je veux dire, relativement de haut de gamme, mais il y a deux modèles que je trouvais très intéressants. C'était par exemple, les consultants internationaux qui travaillent pour que ce soit l'Europe ou globalement les grands donneurs d'ordre internationaux, souvent ce sont des réseaux, je dirais des espèces de bancs de poissons d'opportunités qui se forment et qui n'ont pas de localisation. Ils sont tout à fait par le coup. Et donc là, c'est dans l'espace et dans le temps. Un autre truc, alors là pour moi c'est un peu génétique, mais en gros qui était aussi intéressant, ce sont les sociétés de spectacle. C'est-à-dire que ce soit un film ou un spectacle ambulant ou autre, c'est un truc qui est totalement à durée déterminée. L'équipe se forme, n'a d'ailleurs elle n'a pas de localisation. Autre, si pour un théâtre, c'est un théâtre, mais je dirais globalement autre qu'un lieu de tournage qui peut être éventuellement, et l'ensemble et on a un peu l'impression que on va vers, c'est autre chose peut-être que le débat d'aujourd'hui, mais qu'on va vers ce type de système pour, encore une fois, le tertiaire. Voilà, alors, un peu la question, je lisais Catherine, on vous entend pas, comment ça se fait, que personne ne sorte? Alors, MIF. Là, vous m'entendez? C'est moi qui aurais, oui. Vous m'entendez, là? Excusez-moi, parce que pour pas d'avoir de l'arsène, j'avais coupé le son. Je suis désolé. Je vous accusais indûment alors que c'est moi qui sais pas me servir de mon machin. Excusez-moi. On vous entend. Très bien. Bon, non, j'ai essayé d'intervenir tout à l'heure quand on parlait effectivement du programme Share and Care.
mais en vain, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Du coup, maintenant, on est passé à C'est ma très grande faute, pardon. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci. Mais comme vous le disiez précédemment, effectivement, L'Oréal s'attache à ce que, en fait, ce qui est fait en France et ce qui est fait dans les pays européens puisse être décliné, et donc évidemment en termes de protection des collaborateurs, puisse être décliné sur l'ensemble des pays dans lesquels L'Oréal intervient, y compris en Afrique, en Asie, et d'essayer de déployer les mêmes prévoyances et les mêmes avantages et protections des collaborateurs sur leurs différents sites à l'international. Et on a effectué le même raisonnement pour la crise sanitaire Covid. On a déjà commencé à voir, nous, en Chine, qui est un pays important et émergent pour nous depuis quelques années, depuis début du premier trimestre, fin du dernier trimestre de 2019. Et là, c'est pareil, on a en fait nos bases françaises, on a essayé de les mettre pour l'ensemble de nos interventions, de nos sites sur les différents pays, y compris les pays qui étaient les pays en plus en voie de développement ou moins industrialisés et moins en protection sociale que ne veut le pays lui-même. Et pour la Covid, on a mis en place tout un learning dans toutes les langues concernées par les collaborateurs de L'Oréal à l'international pour les informer et les sensibiliser aux gestes barrières et aux risques de la maladie pour réduire justement l'impact auprès de collaborateurs de cette crise sanitaire. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, merci Catherine, c'est très clair, merci. Hein. Merci à vous, sauf que j'avais coupé le micro pour qu'on n'ait pas trop de Larsen. Et là, alors attendez, j'étais en train de... Anne-Marie, est-ce que je peux intervenir aussi? Mariana? Ah, Mariana, volontiers. Alors, attends, si je peux me permettre dans l'ordre, il y avait Jean-Louis, suivre les préséances. Jean-Louis Cardeya avait une question. Donc, Jean-Louis, si vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. J'espère que tout le monde m'entend. Suite au débat sur L'Oréal, une question que j'ai à poser à M. Cosme. Ne pensez-vous pas que l'implication de la protection sociale hors les États, hors les fonctions publiques, par exemple, n'entraînerait pas des problèmes? Voilà. Le fait que des entreprises comme L'Oréal s'occupent de protection sociale, est-ce que ça n'entraîne pas un morcellement de toute une politique de protection sociale de chaque pays, voire même internationale? Merci Jean-Louis. Alors, à vous Cyril. Oui. Ouais. Non, rapidement, je pense que c'est une question qu'on adresse souvent hein, quand on présente ces initiatives entreprises. Je pense que la réponse consiste à souligner que il ne faut pas raisonner en termes exclusifs. Évidemment, l'effort ou l'investissement que peut faire une entreprise sur le terrain de la protection sociale n'est pas comparable et n'est pas de même nature que celle que les États doivent mener pour mettre en place des systèmes de protection sociale. Je pense que il me semble que l'exemple de L'Oréal montre comment la question de la protection sociale peut s'inscrire dans une politique RH à proprement parler, fait partie d'une véritable stratégie sociale de l'entreprise, mais qui répond aussi, je dirais, à l'intérêt de l'entreprise. Notamment, je faisais référence tout à l'heure à l'attractivité pour avoir les meilleurs talents, etc., etc. Mais évidemment, cela ne retire en rien la nécessité au niveau des États de bâtir des systèmes de protection sociale. Vous savez, je pense que la mondialisation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, alors on peut le regretter, on peut s'en réjouir, c'est pas là le sujet, c'est qu'elle fonctionne de la façon suivante. On a des acteurs gouvernementaux, on a des acteurs non gouvernementaux. Le poids, la puissance de ces derniers, de fait, a été décuplé ces dernières années. Donc, je pense qu'il faut peut-être
les différents monopoles qu'on pouvait avoir dans nos esprits sont tombés et il y a de la place pour ces acteurs économiques à investir le champ social sans pour autant que ça se substitue aux devoirs des États et aux politiques publiques. Mais c'est bien que la question se pose parce que justement, au fur et à mesure de l'évolution, l'articulation des acteurs est constamment à revoir. Ouais. En fait, et vous savez, à l'inverse, votre question m'amène à vous la renvoyer d'une certaine façon. On a aussi très souvent dit que l'étatisation de la protection sociale, le fait de rendre la protection sociale, je dirais, universelle, prise en charge par les pouvoirs publics, financée par l'impôt plutôt que sur des cotisations assises sur les salaires, c'était aussi ça présentait aussi un risque de déresponsabiliser les entreprises et de les écarter de leurs responsabilités sociales vis-à-vis des gens qu'elles font travailler. Donc, vous voyez, c'est un débat. C'est un débat qui se poursuit pour mettre les pieds dans le plat à l'heure actuelle sur nos questions de santé, avec la présence des complémentaires santé et de prestataires extérieurs qui, d'un certain côté, viennent offrir et proposer des services sur un champ donc de prestataires externes, d'être directs et avec des moyens sur un champ qui peut être celui normalement de la responsabilité pleine de l'employeur. Donc, alors, je crois qu'on a encore une question. Il est 12h34. On a encore une question de Mariana, si vous voulez bien, parce qu'on ne voudrait pas non plus vous piquer trop de temps, mais voilà. Et Mariana, c'est à vous. Je coupe le micro. Oui. Et je vous passe, ça va ? Merci. Vous m'entendez? Anne-Marie, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Super. Non, c'est moi, c'était juste une remarque, enfin 3 remarques très très rapides. Comme Catherine, j'ai essayé de me connecter tout à l'heure. Je vais simplement rappeler que chez Orange, on a un accord santé, sécurité, qualité de vie au travail qui a été signé de 2014 et où effectivement on est très 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 actif sur le dialogue social et puis la santé. Et l'autre point, c'était et on reste, c'est pas parce que c'est un accord qui a déjà 6 ans qu'on s'est endormi sur nos lauriers. Chaque année, j'organise un reporting sur ces sujets-là et on voit que il faut continuer à être très didactique, mais ce que je voulais souligner, c'est que le plus gros du travail n'est pas forcément à faire, notamment en termes de capacité à faire de la remontée, à valoriser les actions santé-sécurité ou à favoriser un management de la santé-sécurité qualité du travail, mais pas tant à faire en zone OMEA, par exemple, continent africain ou Moyen-Orient où on est très présent, mais plus en Europe, où on a le sentiment d'être sur des bonnes bases, c'est vrai souvent, mais sur des acquis qui font qu'on ne se projette pas sur comment faire évoluer la situation. Or, on voit bien que la politique, en France en tout cas, va vers de plus en plus de responsabilisation des entreprises en termes de santé et de santé publique. Et moi, j'encourage beaucoup mes confrères médecins du travail chez Orange à s'ouvrir un tout petit peu au fonctionnement des médecins d'entreprise à l'international. Et notamment, pour finir, notamment dans la gestion Covid, on était sur l'Asie et sur l'Afrique, sur les rangs dès janvier, dans une efficacité que je n'ai pas retrouvée au début en France, tout simplement parce qu'on est obligé de suivre des préconisations gouvernementales qui correspondaient pas à la réalité du terrain. Et vraiment, j'ai été très très impressionnée, mais je connaissais déjà leur niveau, par la réactivité, la pertinence des actions de mes collègues, mes confrères en Afrique. Donc là, on a eu le Covid, ça continue, mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que ce sujet-là, et notamment, par exemple, on va relancer des actions dans le domaine de la tuberculose, et ce point-là me fait aller dans votre sens, Monsieur Côme, à savoir que si les entreprises se doivent et font leur maximum pour s'impliquer en termes de dialogue social et de prévention et de santé publique, mais elles ne sont pas les seuls acteurs, elles le font la main dans la main avec les gouvernements locaux, c'est tout ce que je voulais dire. Merci infiniment pour votre présentation, vous avez été fantastique comme toujours. Anne-Marie et Monsieur Côme aussi, c'était la première fois que je vous entendais. Alors attends, on applaudit Mariana et on applaudit surtout Cyril. Merci à vous. Et, Mariana, juste un mot là-dessus, je ne sais pas si vous étiez là au début, mais on s'est dit, et je vais peut-être mis un message là-dessus, c'est qu'en janvier ou février, réunion du cercle, on aimerait avec plusieurs d'entre vous faire quelque chose justement sur cette réactivité à l'international de vos actions. Il y en a un, alors là on dira pas transfrontière, on dira transocéan
ce qu'il est passé après Thalès, qui était très international, ensuite, le Luxembourg, qui était aussi international. Voilà, Philippe Casanova, qui maintenant est en Martinique, et qui avec toute cette expérience-là, donc il est OK aussi, même lui, s'il doit se lever à 4 heures du matin, puisqu'il y a un décalage horaire qui quand même est là. Ben, écoutez, je crois que on va tous vous remercier là-dessus. Je vous invite alors demain soir, si vous pouvez, et si vous ne l'avez pas fait encore, à vous connecter et puis surtout à venir les soutenir en distanciel. Donc notre trio de choc sur le débriefing Covid. Là, cette fois-ci, on est sur milieu de santé, établissement de santé, France. Et puis ça sera 1h30, donc c'est toujours frustrant comme d'hab. Hein, voilà. Et puis à penser surtout aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, donc avec l'action qu'on voudrait monter, de cluster positif de terrain avec les entreprises, les comités de quartier, ce qu'on veut, pour action Covid et qu'on arrête la sinistrose et qu'on aille vers l'actif. Voilà. Et puis donc je vous réaffiche, et c'est la fin, nos prochaines étapes. On vous remercie beaucoup et donc vos micros sont clos, mais je sais que le curé y est pour remercier très fortement Cyril Combe d'avoir été là. Et donc, idem si vous avez une oreille un peu plus en janvier ou février, je ne sais pas encore quelle sera la date. Et toujours, nous, c'est comme la Comédie Française dans le jeune temps de certains, hein, donc vous ne diriez pas, mais il y avait les mardis habillés ou les mercredis habillés. Nous, c'est les mercredis matins du Cercle Entreprise et Santé, qui sont maintenant les mercredis masqués du Cercle Entreprise et Santé. Merci à vous tous. Alors, une question technique. Je vous rappelle, vous décochez le truc bloqué, vous débloquez le nom de domaine. Je vous te montrerai, Ginette, parce que toi aussi t'es dedans. Voilà, pour pouvoir recevoir nos trucs. Sinon, à chaque fois que j'envoie un machin par messagerie ou j'envoie plusieurs, vous ne recevez pas, ou ça tombe à spam. Donc, débloquer les utilisateurs. La deuxième chose aussi pour les connexions là, on commence à y arriver, mais ces machins-là, c'est pas fait pour qu'on soit 250 000, même s'ils disent 250. Donc, coupez les micros quand vous pouvez. J'ai vu que certains étaient connectés aussi par le web plutôt que par l'appli. Ça affaiblit considérablement la qualité auditive. Donc, quand vous pouvez, ça charge pas les trucs, hein, et même sur des tablettes ou autres, passer par l'appli et couper les micros, ce qui est plus dur quand on est à distance uniquement par téléphone. Alors, il faut savoir que là, les pauvres téléphones, si on leur coupe la chic, ils ont plus de connexion, mais qu'en gros, on va pas les culpabiliser à mort, mais ils pèsent sur le débit et donc voilà. Donc, pardon de ces questions techniques triviales, mais maintenant, on est à ça. Merci à vous tous et donc à fort bientôt. Merci. Merci beaucoup.